Et on va plus loin avec aujourd'hui Claude Guibal, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Bonjour Claude. Bonjour. Face à vous, Bilal Tarabé, chroniqueur international, ici même à France 24. Bonjour Bilal. Bonjour Raphaël. Le mouvement de protestation se poursuit en Iran et d'une certaine manière se durcit avec la grève générale lancée aujourd'hui pour 3 jours. Difficile d'en mesurer l'ampleur dans un pays où tous les médias sont sous contrôle. Mais des vidéos tournaient sur le net, notamment à des vitrines de magasins fermés à Téhéran et d'autres grandes villes, notamment Karaj, Ispahan, Mashhad, Tabriz ou encore Shiraz. Le signe, Claude Guibal, que l'annonce hier par le procureur général iranien de l'abolition de la police des mœurs, pour l'heure en tout cas, ne semble pas entamer la détermination des manifestants. En tout cas, il semble que les manifestants aient bien compris qu'il s'agit là plutôt d'une manœuvre dilatoire, un petit peu pour justement détourner l'attention de ces 3 jours de grève qui devraient culminer mercredi par la journée de l'étudiant, où la mobilisation est annoncée comme très importante. Cette annonce, en plus, je pense que ce qui ressort de ce qui est dit sur les réseaux sociaux en Iran, c'est que tout le monde a compris la limite de cette annonce qui a été faite par le procureur général, mais qui n'a pas été confirmée plus officiellement. Elle est très ambiguë. On parle de la suspension de la police des mœurs, mais en soi, la loi qui concerne l'obligation de port du voile, elle existe toujours. Et une femme iranienne qui serait arrêtée sans porter le voile est toujours soumise à cette loi. Une arrestation, 72 coups de fouet. Et une loi rien qui date presque de n'empêche... 40 ans, qui est quasiment consubstantielle en fait à la République islamique. Qui existe depuis cette obligation, elle existe depuis 1979. Elle a été confirmée, enfin légalisée même sous forme de loi dans les années 80. Et quoi qu'il en soit, le régime iranien a aujourd'hui tout à fait encore les moyens de faire appliquer cette loi d'une façon, de la façon dont il le souhaite, en punissant, comme ça a été le cas encore aujourd'hui, le directeur d'un parc d'attractions où des femmes sans voile ont été prises en photo. Bilal, jusqu'à présent, pas de confirmation, parce que c'est vrai que cette déclaration, elle date de ce week-end et elle a évidemment beaucoup fait réagir. On s'attendait d'ailleurs éventuellement à ce que derrière le régime iranien embraye. Pour l'heure, rien de tel. Cette loi qui impose encore le port du voile, elle est bien en vigueur, tout comme d'ailleurs la police qui est chargée de l'appliquer. C'est effectivement non pas un procureur général, mais bien au ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire au gouvernement et au Parlement d'en décider, non ? Il y a 2 choses là-dedans. C'est comme l'a rappelé Claude, effectivement, ça a été donc techniquement le port du voile a été légalisé en 83 par un vote du Parlement. Et la logique veut que ce soit le même Parlement qui vote son abolition, sa modification, etc. Sauf que déjà à ce stade, il faut rappeler qu'on est en République islamique d'Iran. Et donc, comme le dit son nom, c'est un système politique particulier qui a été inventé et mis en place par l'ayatollah Khomeini en 79, qui s'appelle Vilayet el-Faqih. Si on le traduit, c'est le gouvernement du docte. En résumé, ça veut dire que les religieux supervisent le corps élu en Iran. Il y a deux États un petit peu parallèles. Donc de toute façon, le Parlement ne fera rien si l'ayatollah actuel Khamenei ou le conseil des gardiens et des religieux n'est pas d'accord. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la police des mœurs elle-même, faut quand même rappeler qu'elle ne date que, entre guillemets, de 2005-2006, c'est-à-dire du populiste et ultra-conservateur ancien président Mahmoud Ahmadinejad, qui l'a mis en place uniquement dans les grandes villes en Iran, donc Ispahan, Tabriz, Shiraz, Téhéran, etc., pour faire peu plaisir à son électorat conservateur et aussi aux mollahs, en affichant dans les grandes rues, voilà, quelque chose qui dirait, vous voyez, je fais appliquer la charia et les mœurs. Mais avant ça, entre 83 et 2005, il y avait bien d'autres polices qui faisaient respecter la charia et les mœurs et ses lois. Il y avait les comités de la Révolution au début des années 80, dont d'ailleurs Marjane Satrapi parle dans Persépolis. On a les Bassidji occasionnellement. Enfin, il y a tout un tas de corps de police qui faisaient respecter ça avant la police des mœurs et qui peut-être les feront respecter après, en cas de dissolution. Donc ça peut être simplement un changement de nom ou d'organe. En tout cas, beaucoup de manifestants qui s'expriment sur les réseaux sociaux attendent davantage du pouvoir désormais, à l'image de cette vendeuse, écoutez-la, d'un magasin de chaussures de la province du Kurdistan. Le régime iranien sait très bien qu'il vit ces derniers jours et qu'il est sur le point de tomber. Il fait tout ce qu'il peut pour survivre plus longtemps et sait très bien que si l'obligation du port du voile subsiste, il est voué à disparaître. Cette décision vise à influencer l'opinion publique.
Alors là, c'est la première conséquence orale jusqu'à présent hein, d'un dirigeant du régime iranien, en tout cas d'un représentant de ce régime, Claude. Le pouvoir peut-il être tenté de céder en partie à la rue si la grève se prolongeait? Parce qu'on voit là, c'est une commerçante qui s'exprime. En tout cas, ce que dit cette femme, c'est que tout cela ne va pas les empêcher de continuer. Parce que, évidemment, à travers le port du voile, qui ne fait pas partie des revendications en fait, premières des Iraniens dans la rue, même si c'est la mort de Mahsa Amini qui a été battue pour n'avoir pas porté le voile est quelque chose de symbolique. Et quand je dis symbolique, c'est pas dans le sens anecdotique, mais symbolique dans le sens où à travers ce voile, c'est tous les fondements du régime islamique depuis 1979 qui tiennent là-dessus. C'est un des piliers, un des derniers marqueurs visibles d'ailleurs du pouvoir théocratique. Et à travers cela, à travers tout ce qu'on a entendu dans les manifestations depuis des semaines, des mois maintenant, ce que réclament les gens, c'est la fin de ce régime islamique iranien. Et ce qui est très important, je trouve, à souligner, c'est que l'ensemble des manifestants sont tous des enfants de ce régime, de cette République islamique d'Iran. Ce pas des gens qui sont nés sous le Shah ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont issus de ce système, qui ont été à l'école de la République islamique d'Iran et qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Quand ils vont dans les rues, ils savent ce qu'ils risquent. Ils risquent des peines de mort, comme celles qui ont été appliquées ces derniers jours et sur lesquelles le gouvernement essaie aussi de distraire l'attention. 500 exécutions depuis le début de l'année, hein. C'est un record, dit c'est un record, ils ne sont pas prêts de s'arrêter, ils veulent, la machine répressive est en route, mais on sent aussi qu'à l'intérieur de l'État, ça commence à bouger. Après, il ne faut pas oublier que le régime iranien est extrêmement fort et tient notamment grâce au pouvoir des Pasdaran, donc l'armée des mollahs, qui, eux, ont le pouvoir économique. Et même si les mollahs flancher d'une certaine façon, puisque la question se pose évidemment sur l'ayatollah Khamenei, qui est âgé, qui a, je crois, plus de 80 ans, 83 ans. On voit quand même que le pouvoir iranien se militarise et ce sont toujours eux qui sont à la manœuvre et qui sont à la manœuvre répressive aujourd'hui. On évoquait, enfin Claude le disait à l'instant, hein, des jeunes qui pour beaucoup, enfin qui compte tenu de leur âge, n'ont pas connu d'autres régimes que l'actuel pouvoir iranien, ce qui ressemble un peu aussi dans sa structure à ce qu'on a observé par exemple en Algérie dernièrement avec le Irak, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas connu d'autres pouvoirs et qui aujourd'hui manifestent sans leader et sans coordination apparente. Est-ce une force ou une faiblesse? C'est-à-dire combien de temps ce mouvement va-t-il pouvoir durer sous cette forme et est-ce qu'il va pouvoir prendre de l'ampleur sans l'émergence en tout cas de figures pour le représenter? Vous avez lu dans mes pensées parce que j'allais vous parler de l'exemple algérien, mais on pourrait parler de l'exemple irakien, de l'exemple libanais de ces dernières années. Alors là, à court terme, sur ce qu'on voit maintenant, sur ce qu'on voit depuis mi-septembre, fin septembre, oui, c'est une force. Pourquoi? Parce que bien, finalement, ce mouvement protéiforme permet de diminuer, si vous voulez, la latitude répressive du régime. En gros, c'est des petits groupes qui sortent à droite, à gauche, dans des petites villes. C'est pas prévu, difficile à anticiper, donc difficile à réprimer. Donc ça, pour l'instant, on peut considérer que c'est une force. En revanche, à moyen terme et à plus long terme, un petit peu moins, parce que d'abord, il y a tout un pan de la population qui attend qu'on lui présente un plan B, qui pourrait ou qui voudrait bien basculer dans la contestation du régime, mais qui aimerait bien qu'on lui propose une alternative. Et ça, pour l'instant, ça manque. Première chose. Et ensuite, deuxième chose, il y a l'effritement tout simplement de la mobilisation. Et c'est là qu'on peut mettre sur la table l'exemple algérien, irakien ou libanais. C'est-à-dire que sous les coups de boutoir d'une crise, d'une conjoncture mondiale, d'un éventuel Covid-23 et de la répression dans les pays concernés, eh bien finalement, de moins en moins de gens descendraient dans la rue avec le temps, etc., jusqu'à ce que la mobilisation meure d'elle-même. On a vu au Venezuela que même avec un leader, parfois une révolte aussi s'éteint d'elle-même. Claude, ça
en tout cas, ça complique la lecture de ce mouvement parce que, faute d'image évidemment quotidienne de l'Iran, on a du mal à se représenter l'ampleur exacte de ce mouvement aujourd'hui. C'est très difficile, effectivement, dans la mesure où on ne peut pas aller faire de reportage sur place, où les informations qui parviennent sont celles qui parviennent via les réseaux sociaux. Et heureusement qu'elles parviennent. C'est comme cela que l'on sait que la mobilisation va bien au-delà de Téhéran, qu'elle est dans toutes les villes d'Iran. On voit ces images de commerces qui ont fermé qui ont tombé leurs rideaux, etc. Ce qui nous permet d'avoir une petite idée, effectivement, comme on le voit là, du suivi de cette grève générale, parce qu'il y a en Iran que les agences d'information officielles qui, elles, propagent la doxa du gouvernement, que la situation est sous contrôle, que les grèves ne sont pas très suivies et que finalement, voilà. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Reste cette répression que vous évoquiez, qui a fait au moins 300 morts, de l'aveu même des autorités. Donc c'est un chiffre, au moins celui-là, qui est incontestable et incontesté. 14 000 personnes emprisonnées. Bilal, c'est une fuite en avant. Est-ce qu'un régime, après cela, peut encore se réformer ou est-ce que ça n'annonce qu'une répression plus féroce ? Très honnêtement, on n'en sait rien parce que justement, un régime comme celui-là, par essence, il est imprévisible. Je vais vraiment schématiser ce que je dis, mais malheureusement, on peut très bien voir un Tiananmen à l'iranienne, c'est-à-dire un jour où toute l'armée, alors dans ce cas-là, ce serait plutôt les gardiens de la révolution, donc l'armée parallèle qui est tenue par les religieux, mais bon, descendrait dans la rue, ferait dizaines, centaines, voire milliers de victimes en un seul jour. Et bon, là, une certaine nature humaine ferait que tout le monde s'arrêterait. Ça peut être une option. Comme on l'avait observé en 2008-2009 lors des manifestations autour de Mir Hossein Moussavi. L'autre option, ce serait une faction, si on peut dire ça, à l'intérieur de la République islamique d'Iran qui irait en faveur d'une réforme. Alors ça aurait pu être le cas du temps des présidents modérés, puisqu'il y en avait, des modérés, des réformateurs. Ça, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais le chiisme, la religion chiite permet ça. C'est une religion de discussion où effectivement on peut voter, contre-voter, réinterpréter, etc. Donc il y aurait pu, sauf que, eh bien, on le voit d'ailleurs à chaque élection présidentielle, tous les candidats réformateurs et toute tête en fait réformatrice est systématiquement écartée du processus. Donc ça paraît compliqué. Claude, donner des gages, c'est encore possible pour le pouvoir iranien et de se réformer à la marge ? C'est très difficile, comme vient de le dire Bilal, de pouvoir prophétiser, et puis on est que journaliste et pas prophète, ce que le régime iranien va faire, parce que même le fonctionnement de ce régime nous est relativement occulte. Le poids des mollahs, le poids des politiques et le poids, une fois de plus, des pasdaran qui dépassent tout ça, puisque on est à la fois on est sur l'outil répressif et l'outil économique qui va pouvoir faire basculer. C'est certain que c'est que si un des appareils sécuritaires du pays décide de faire ce choix réformateur que quelque chose peut bouger. Sinon, on voit bien qu'il joue la montre et qu'il joue sur l'effritement. Et un régime qui s'effondrerait sous le coup des sanctions, à l'image d'une certaine manière de l'économie de pénurie de l'URSS qui va finir par avoir raison du système. Ça fait des années que le régime est soumis à des sanctions, que les Iraniens, et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue, n'en peuvent plus, n'ont pas accès à des soins de santé corrects, les Iraniens ont un niveau d'éducation qui est assez impressionnant, remarquable, contournent comme ils le peuvent depuis des années des conditions de vie, des conditions antidémocratiques terribles. Et on voit que ça n'a pas suffi jusqu'à présent à faire tomber le régime qui... comme toujours, quand il y a des embargos, eh bien, ça se contourne. On continue à vendre du pétrole en faisant du transbordement, en blanchissant les... Voilà. Et on s'étend même régionalement. Ça a été quand même le fait de la décennie 2010. Ça a été l'expansion iranienne. C'est vraiment ce concept, ces unités des gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution, pour que les gens comprennent bien, ça n'est pas... l'armée iranienne, il y a une armée iranienne, c'est une armée parallèle qui ne répond qu'à l'ayatollah Khamenei et à son conseil religieux, si vous voulez, et qui, elle, effectivement, tient des pans entiers de l'économie iranienne. On parle de 60-70% du PIB iranien, mais qui a aussi ses antennes militaires en Irak. On en parle avec les Kataïb Hezbollah et au Liban, bien évidemment, avec le Hezbollah libanais. Donc, si vous voulez... Et jusqu'au Yémen. Oui, et ça fait
je suis pas très bon en maths, mais enfin ça fait une quarantaine d'années, vous voyez, donc ça fait quasiment 2 générations de gens qui ont un pouvoir territorial et économique ancré. Et ça, c'est extrêmement compliqué à bouger. Et la Syrie a effectivement été à la preuve éclatante de cette influence. Autre actualité, Vladimir Poutine conduisant lui-même une voiture sur le pont de Crimée partiellement détruit en octobre dans des circonstances encore non élucidées. Les images, elles tournent en boucle dans les médias russes. Pas plus tard, il y a une demi-heure encore, Anne Niva nous le disait depuis Moscou. À ses côtés, vous le voyez sur le siège passager, le vice-premier ministre Marat Kousnoulin qui dresse le rapport au chef du Kremlin sur la progression des travaux de réparation du pont. Moscou, je vous le rappelle, avait attribué sa destruction à un acte terroriste des Ukrainiens. Claude, voilà, on voit Poutine, finalement, en inspectant les travaux de rénovation, l'occasion de montrer qu'il garde la main sur la situation. C'est vraiment de la propagande type, ça. C'est de la propagande type, c'est aussi une façon de se montrer sur le terrain où on ne l'a pas beaucoup vu, contrairement à Volodymyr Zelensky, que l'on voit tout le temps dans les rues, se déplacer, etc. Vladimir Poutine, là, on sent que... il faut qu'il sorte. Il n'est pas allé dans le Donbass, alors que Volodymyr Zelensky est allé à plusieurs reprises. Voilà, il n'est pas allé dans le Donbass. Il sort là de sa tour d'ivoire. On sent qu'on est à un moment quand même assez clé de ce conflit où la Russie, militairement parlant, est quand même extrêmement limité. Donc on voit qu'aujourd'hui, parce qu'avec les nouveaux largages de bombes massifs qu'il y a eu, on voit que l'arme principale maintenant de la Russie, c'est utiliser l'hiver comme arme de guerre et donc de rentrer dans des crimes de guerre, puisque tout ce qui est fait actuellement en Russie est fait pour rendre la vie des civils absolument impossible, en bombardant des infrastructures civiles, en bombardant tout le système énergétique, en empêchant le système d'eau courante, etc. Donc de rendre la vie des Ukrainiens tellement impossible qu'ils n'auraient qu'une option, c'est-à-dire se rendre ou fuir. Au même moment, Bilal, Moscou accuse Kiev, alors c'est quand même ironique, d'avoir bombardé 2 bases aériennes russes avec des drones, c'est-à-dire d'avoir agressé finalement territorialement la Russie, manière de se poser en victime agressée ou indirectement aussi de démontrer quand même la capacité de l'Ukraine quand même à faire preuve non seulement de résistance, mais même potentiellement d'offensive dans cette guerre. De toute façon, après les 2 contre-offensives ukrainiennes de ce trimestre, c'est-à-dire au nord, autour de Kharkiv et au sud, vers Kherson, c'est quand même objectivement très difficile de ne pas reconnaître, y compris pour les Russes, les mérites de l'armée ukrainienne. Non, c'est pas ça. Vous le disiez, le pont de Crimée, la destruction d'une partie du pont de Crimée a été attribuée aux Ukrainiens. On pourrait parler de la Russie qui dénonce des bombardements de villages frontaliers côté russe. Il y a le croiseur Moskova coulé en mer Noire qui a été attribué par les Russes aux Ukrainiens. On a même l'attentat à Moscou qui a tué la fille de l'idéologue russe Alexandre Douguine. Donc non, et si vous voulez, la Russie s'oppose en victime. La Russie fait la guerre à l'Ukraine parce qu'elle se considère victime du régime nazi ukrainien aidé par son allié l'OTAN et par les Occidentaux. Donc au final, si vous voulez, dans la rhétorique de Moscou, de dire que c'est une victime ou d'attribuer aux Ukrainiens des drones, des bombardements, de je ne sais quoi, non, ça nourrit, ça justifie ces actions, les choses dont Claude Guibal parlait, qui sont des bombardements de civils, parce que la Russie déclare qu'elle est obligée de faire ça en réponse aux actions des Ukrainiens. Très rapidement, la Russie cherche un prétexte ou bien indirectement, elle donne des armes aussi en montrant que l'Ukraine fait plus que résister dans cette guerre? C'est les deux à la fois. Oui, les deux à la fois. Après, il ne faut pas oublier ce contexte avec les nouvelles sanctions qui viennent d'être imposées sur la Russie, avec l'embargo sur le pétrole, etc. Donc on montre les bras, on montre les muscles. Merci beaucoup, Claude Guibal, qui était avec nous ce soir dans On va plus loin, avec Bilal Tarabé. C'est la fin d'On va plus loin.